voir le monde à l'envers, le regarder d'une autre façon. Depuis toujours, l'humanité a cherché à comprendre son existence. Dans notre monde moderne, tout semble résolu. Il fut un temps où la religion et la science se sont livrées une bataille à propos de la nature de la vie. La science s'est opposée à la religion pour plusieurs raisons, et cela aura permis au peuple de revendiquer une certaine indépendance intellectuelle. Un siècle plus tard, nous en sommes restés là. On nous apprend à calculer, à écrire, à faire et à avoir, mais rarement à être. Le simple fait de se poser des questions, c'est déjà placer l'être humain dans un contexte beaucoup plus large. C'est lui donner l'opportunité de se redéfinir. La science, telle que décrite au siècle dernier, est-elle la fin ou le début du chapitre? Je pense qu'il y a vraiment deux grandes questions fondamentales, philosophiques, là. C'est qu'est-ce que la réalité? Et dans cette réalité-là, il y a des humains, il y a nous, des gens, des animaux en fait qui sont conscients d'eux-mêmes. Et donc, la deuxième question, c'est qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que la réalité? Physique quantique, physique des particules, neurosciences. Certaines des plus récentes recherches laissent perplexes. L'énergie, La matière. la réalité. Sont-ils des concepts que nous prenons pour acquis? Jusqu'à quel point la conscience intervient-elle dans leur perception? Nous avons abordé ces grandes questions avec plusieurs spécialistes, chercheurs, scientifiques et philosophes. À la base, moi je suis physicien, donc j'ai fait un doctorat en physique à l'Université de Marseille et un postdoc à l'École normale supérieure à Paris. Et là, j'étudiais donc la physique d'une façon très pratique, la physique théorique, mais aussi la physique d'état solide et qui a donc des applications très concrètes. Ceci dit, ma passion secrète a toujours été les questions fondamentales qui sont évoquées par la physique, et notamment la mécanique quantique. J'ai toujours eu l'intuition qu'on ne pouvait pas comprendre l'univers en l'observant, comprendre l'univers en analysant la matière. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est le processus lui-même. Ce n'est pas la matière en elle-même, c'est de comprendre le processus qui fait qu'on a une sensation de matière, qu'on a une sensation d'univers. Les cinq sens peuvent être trompeurs au sens où ils vont donner l'impression d'un monde absolument solide qui existe à l'extérieur de nous. La matière, c'est juste du vide à 99,99 %. Fait que comment ça se fait que ma main ne passe pas au travers de la table? À la périphérie de ma peau, il y a comme toute une couche d'électrons. Et à la dernière couche de la table, il y a aussi toute une sorte de couche d'électrons. Et c'est négatif, et les charges négatives se repoussent. Et donc, tous les électrons à la surface de ma peau sont repoussés par tous les électrons à la surface de la table. Et quand on fait un contact comme ça, la distance, et plus la distance est petite, plus la force de répulsion entre les deux est grande. Puis quand la distance devient presque zéro, c'est comme si j'avais une force de répulsion infinie. Et donc, en réalité, ça a l'air dur, mais c'est juste parce que tout d'un coup, la distance est tellement petite qu'il y a une force de répulsion infinie. Donc, ce qui a l'air dur, c'est pas dur, c'est juste des forces de répulsion puis l'énergie en jeu. Donc déjà, ça, la matière, c'est plus abstrait qu'on pense. Observer directement la chaise, par exemple, en se disant c'est une chaise, c'est du bois, c'est solide, je vais regarder avec un microscope, je vais la couper en petits morceaux pour essayer de trouver ce qu'il y a dedans, ça va toujours repousser les sensations vers d'autres sensations et ainsi de suite. Notre vie se déroule jour après jour suivant certaines lois fondamentales. La réalité nous apparaît, évidemment, toujours d'une certaine manière. Nous prenons probablement pour acquis certaines connaissances régissant les grandes lois de notre univers.
La physique quantique est reliée directement au niveau subatomique. Donc, c'est des phénomènes qui touchent les particules, les ondes, à ce niveau-là. On n'a pas la contrepartie au niveau macroscopique, dans le monde, entre nous, par exemple. Ça, c'est pas la physique quantique qui étudie ça, c'est d'autres champs. Mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'il semble y avoir des similitudes entre les conclusions des recherches psy qui démontrent que les êtres humains peuvent être connectés de la même façon que ce qui est observé au niveau microphysique en physique quantique. La mécanique quantique, c'est un des deux grands piliers de la physique moderne. Il y a la relativité d'Einstein et donc la mécanique quantique. Et c'est cette branche-là de la physique qui évoque une série de questions philosophiques tout à fait passionnantes. À la fin des années 1800, certaines observations, entre autres au sujet du rayonnement électromagnétique, vont à l'encontre des lois de la physique. Ces faits expérimentaux, inexplicables du point de vue de la théorie classique, ont mené les physiciens d'alors à proposer ni plus ni moins qu'une autre vision du monde. À cette époque, Einstein utilise l'idée de quanta pour décrire un certain effet. Le premier livre que j'ai écrit, c'était à la suite d'un enseignement à l'Université de Paris, pendant 5 ans, où j'ai enseigné avec d'autres collègues la mécanique quantique. Ça représentait pour moi un gros effort pédagogique pour essayer de mettre à la portée des étudiants des concepts qui ne sont pas toujours faciles à saisir. Ils ne sont pas compatibles avec l'image que nous avons des phénomènes classiques que nous observons à l'échelle macroscopique. Nous avons maintenant une vision des atomes qui est complètement différente de celle qu'on avait au début du siècle dernier. Donc la physique quantique a transformé notre vision du monde, complètement. Les notions intuitives qu'on a du temps et de l'espace sont remises en cause. Vers 1925, d'autres physiciens abordent les questions de fonction d'onde. Une particule peut exister dans plusieurs états superposés, comme onde ou comme particule. Dans la communauté scientifique de cette époque, un débat fait rage. Il est question, entre autres, du fait que deux particules, même séparées dans l'espace, se montrent toujours dans le même état au même moment. Cela impliquerait donc qu'elles communiquent plus vite que la vitesse de la lumière. Pour Einstein, cela paraît absurde. En 1964, John Bell propose une méthode expérimentale pour résoudre ce paradoxe. On observait sur la lumière émise par les atomes, sur le comportement des atomes, des phénomènes qu'il était impossible d'interpréter avec les théories existantes. En 1982, Alain Aspect et ses collaborateurs mènent l'expérience en question de façon concluante. Elle prouve la justesse de la théorie quantique. Il faudra alors attendre jusqu'en 1990 pour commencer à prendre conscience des applications possibles de cette physique quantique. Puis, Nicolas Gisin et son équipe, à Genève, parviennent à téléporter des photons dans des fibres optiques, et ce, sur des dizaines de kilomètres. Pour moi, venant des télécommunications, c'était très naturel de me lancer dans ce qu'on appelle aujourd'hui les télécommunications quantiques, où justement on exploite l'intrication pour réaliser des choses qui paraissent impossibles classiquement ou impossibles à notre échelle, comme la téléportation, des phénomènes comme ça. On peut dire qu'il y a comme deux grandes théories aujourd'hui en physique. La théorie de la relativité d'Einstein, qui est une théorie de l'espace, du temps et du cosmos, et la théorie quantique, qui est plutôt une théorie de la matière, de l'intérieur de la matière, du très petit, des particules de matière, des particules de lumière qu'on appelle des photons. Le photon, c'est une particule de lumière qui peuvent se retrouver en même temps à plusieurs endroits. Donc ça, c'est aussi quelque chose de tellement contre-intuitif qu'on a même de la peine à croire que c'est possible. Il faut vraiment travailler pour comprendre que c'est possible et ensuite travailler aussi pour développer la théorie, mais aussi se développer une certaine intuition de cette physique quantique. Si je vous dis qu'on peut téléporter un objet qui disparaît ici pour réapparaître là, sans passer par aucun lieu intermédiaire, le canal de téléportation quantique, c'est de nouveau l'intrication. C'est cette capacité de produire des corrélations non locales ou de permettre la téléportation quantique. L'intrication quantique, là, la façon la plus simple de la comprendre, c'est avec peut-être l'expérience la plus célèbre, qu'on appelle l'expérience EPR ou le paradoxe EPR ou l'effet EPR pour Einstein, Podolsky et Rosen. En fait, Einstein est un petit peu à l'époque historiquement contre la physique quantique ou contre certains aspects de la physique quantique.
il cherchait à tout point, à tout prix pour la prendre en défaut. Puis imaginez cette expérience-là pour dire, regardez, la physique quantique nous dit que si je fais une mesure sur A, ça influence instantanément ce qui se passe sur B. Or, tout le monde sait qu'il ne peut rien, et que c'est impossible que quelque chose influence une autre partie de façon plus vite que la lumière. Donc, c'est la preuve qu'il y a un problème avec la physique quantique. Donc, pour lui, il pensait qu'il venait de démolir un peu la physique quantique, mais il a juste mis le doigt sur la chose la plus fondamentale de la physique quantique, l'intrication. Et je vais essayer d'expliquer en quelques instants, là, c'est quoi cette affaire-là. Donc, puisque la particule au départ ne tourne pas, mes deux particules qui s'éloignent doivent avoir des centres, des rotations qui s'annulent. Donc, si une tourne comme ça, il faut que l'autre tourne vers le bas ou vice-versa. Quand un choix se fixe, il faut que l'autre choix se fixe à l'opposé instantanément, quelle que soit la distance en jeu. Il n'y a pas de façon banale d'expliquer cette sorte de corrélation ou cette sorte d'intrication-là. Une des façons, c'est en supposant une sorte d'influence instantanée. Okay? Mais une influence instantanée, ça implique nécessairement que c'est quelque chose qui est comme au-delà de l'espace et du temps. Donc, ça implique un deuxième niveau de réalité. Il y a une deuxième façon, en fait, de comprendre cette intrication-là sans influence instantanée, mais peut-être que c'est encore plus déroutant comme explication. C'est de se dire que lorsque je fais la mesure ici et que j'ai deux choix, haut ou bas, au moment de la mesure quantique, les deux choix sont réalisés dans deux réalités parallèles, toujours dans notre univers, mais comme s'il y avait un dédoublement de la réalité. Donc, il n'y a pas de communication instantanée, mais il y a dédoublement des réalités. Et lorsque les gens communiquent, les réalités, disons, s'agencent de la façon correcte pour que tout fonctionne. Donc, la physique quantique, là, elle nous force à considérer qu'il y a vraiment une réalité plus vaste que celle que nos sens perçoivent. On a fait l'expérience suivante qui consiste à faire les mesures des deux côtés en même temps. Ici, à Genève, entre deux villages, Jussy et Satigny, qui sont distants d'une vingtaine de kilomètres à peu près, on a pu ainsi se dire que si vraiment ils s'influençaient, ils communiquaient, ces deux systèmes, ça devrait aller à au moins 10 000 fois la vitesse de la lumière. Ces corrélations quantiques semblent vraiment surgir de l'extérieur de l'espace-temps, dans le sens qu'il n'existe pas d'histoire qui se déroulerait dans notre espace-temps qui permet de décrire comment ces résultats surviennent. La causalité, c'est lorsqu'un effet implique une certaine cause. Par exemple, je tire une balle de fusil vers une cible. La cause, c'est le coup de fusil. L'effet, c'est la balle qui arrive sur la cible. Il y a un ordre logique, c'est la cause qui produit l'effet. On peut montrer que si on dépasse la vitesse de la lumière, on brise en fait cette logique causale-là de l'univers et on inverse en quelque sorte la causalité. Donc de dépasser la vitesse de la lumière, c'est pas banal. Si jamais quelque chose réussit à aller plus vite que la lumière, ça remet en question la structure de l'espace-temps, ou dit autrement, ça nous dit que cette chose-là qui va plus vite que la lumière, en quelque part, vit hors du temps et hors de l'espace, et ça nous dit qu'il y a comme un autre niveau de réalité là, qu'on n'a pas encore vraiment compris qui est là. Okay? Donc la vitesse de la lumière, c'est quelque chose de crucial, une barrière cruciale. Et l'intrication quantique donne l'impression qu'au niveau quantique, dans certaines expériences, il y a une influence instantanée qui se propage entre un point A et un point B. Et donc, parce que c'est instantané, c'est bien sûr beaucoup plus vite que la lumière, et à cause de ça, ça implique qu'il y a quelque chose de fondamental à comprendre. L'intrication, effectivement, c'est un concept de physique quantique tout à fait essentiel. C'est un mot qui est le mot que les physiciens utilisent pour décrire cette capacité qu'ont des objets d'être à la fois séparés dans l'espace et néanmoins ne former qu'un seul tout. Dans la cryptographie quantique, c'est effectivement une application potentielle de cette intrication, cette capacité, donc la nature de produire des corrélations non locales. Alors on peut le voir de différentes manières. La manière la plus simple, c'est vraiment avec la téléportation. La téléportation, je vous dis, il y a la structure ici qui disparaît. Alors, ça peut être la structure d'un canard en pâte à modeler, mais ça peut aussi être un message qu'on a envie de transmettre de façon confidentielle. Et donc ce message, cette structure va disparaître ici pour réapparaître de l'autre côté grâce à l'intrication.
Et puisque ce message ne passe par nulle part, il est simplement téléporté d'ici à là, évidemment, un adversaire ne pourra pas, un espion ne pourra pas essayer de l'intercepter, parce qu'il n'y a rien à intercepter entre deux. Donc, la physique quantique nous dit qu'on peut téléporter le plan, en fait, d'une particule A à une particule B, aussi loin qu'on le veut dans l'univers. Et ceci, c'est vérifié en laboratoire. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui se peut. On réussit à téléporter vraiment le plan d'un objet. Il y a deux grandes théories. La théorie de la relativité, qui est une théorie de l'espace et du temps et du cosmos, et la théorie quantique, qui est plutôt une théorie du monde microscopique. Ces deux théories-là fonctionnent de façon admirable, mais elles ont l'air incompatibles un petit peu, ou on n'arrive pas à les fusionner. Et c'est sûr qu'on doit réussir à les fusionner. C'est sûr qu'il existe une théorie plus générale qui les englobe toutes les deux, qu'on appelle une théorie unifiée. Pourquoi c'est sûr? Parce qu'au moment du Big Bang, tout l'univers observable était concentré dans une région très, très petite. Donc, au moment du Big Bang, tout l'univers observable, donc géré par la théorie de la relativité, était concentré dans une région très, très petite, donc quelque chose de géré par la physique quantique. Pour comprendre le Big Bang, qui est un instant réel qui a eu lieu il y a 15 milliards d'années, on n'a pas le choix. On doit avoir une fusion de ces deux théories-là. La mesure des implications associées à la physique quantique, aux conclusions de la physique quantique, c'est sûr que c'est renversant, là. Ça l'a été pour les pairs de la physique quantique et puis pour leurs élèves par la suite sur quelques générations. Mais aujourd'hui, on a perdu un peu le contact avec tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas intégré au niveau de la société ces implications-là, les conclusions de la physique quantique. Ça a donné lieu à la création de toutes sortes de nouveaux outils. Les gadgets technologiques, bien, c'est basé sur la physique quantique. Mais les implications au niveau philosophique, ça n'a pas rejoint grand monde. Puis ça intéresse même peu de philosophes, mais aussi peu de physiciens dans ce domaine-là. Presque pour tous les produits de high-tech électronique notamment, mais aussi pour les lasers, etc., on a besoin de la mécanique quantique. De l'autre côté, la compréhension fondamentale et philosophique des concepts de la mécanique quantique ne sont pas du tout dans le mainstream. Cette fameuse physique quantique reste donc très peu étudiée en philosophie. Mais qu'en est-il des autres sphères de recherche? J'ai commencé à faire de la recherche pour l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, en électrotechnique, en fait, dans le design des réseaux de transport d'énergie. Et après ça, je me suis intéressé aux impacts sur la santé des ondes électromagnétiques, mais plus particulièrement des champs magnétiques. En réalité, la manière dont on désigne le phénomène qui explique l'effet des ondes magnétiques sur les cellules cancéreuses, c'est un problème d'électrodynamique quantique. Nous, on a obtenu des résultats très nets. Aucun problème statistique. Des effets très, 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 très clairs. La physique quantique n'a pas des effets subtils sur le monde actuel. S'il n'y avait pas de physique quantique, on se retrouverait tous instantanément dans un Big Bang. Schlac! Parce que la physique quantique, c'est ce qui maintient la structure des atomes. Selon la physique classique, la stabilité des structures atomiques est incompréhensible. La seule manière de comprendre les atomes de manière intelligente, c'est d'utiliser la physique quantique. Ce qui était réputé comme étant impossible dans le passé, on disait bien, les ondes magnétiques de basse fréquence ont trop peu d'énergie pour interagir avec le matériel vivant. En réalité, c'est que la supposition qui était faite, c'était que ces ondes-là devaient casser des molécules. On ne pensait pas qu'il pouvait y avoir des particules libres à l'intérieur des réactions biologiques enzymatiques. Depuis 20 ans, on sait maintenant qu'il y a ce qu'on appelle Proton-Coupled Electron Transfer. C'est des sauts de particules entre molécules. Et lorsqu'on le voit dans ce contexte-là, c'est clair que les ondes électromagnétiques peuvent avoir une influence sur le matériel vivant. On a énormément de problèmes. Par exemple, si on fait une demande de subvention pour étudier des effets de ce genre-là, c'est pratiquement impossible d'en avoir. Avec des structures administratives telles qu'on les connaît, c'est de plus en plus difficile, voire impossible, de faire accepter des idées neuves. La science qui a le plus d'influence, c'est la science la plus ancienne.
On ne peut pas comprendre l'univers en partant de quelque chose. On ne peut pas comprendre l'univers en partant de l'univers. Vous comprenez bien que toutes les histoires de Big Bang, de ceci, de cela, ce sont évidemment des transformations. On peut parler, décrire des transformations, tout change tout le temps, bien sûr. Mais ce n'est pas décrire une transformation depuis un état concentré vers un état explosé, ou depuis un état statique vers un état mouvant, ou depuis un état mental vers un état matériel. Tout ça, ce sont des transformations. C'est bien d'expliquer des transformations, mais ça n'explique rien. On décrit des choses, on décrit des mouvements. Mais la cause de ça, c'est autre chose. La cause, c'est tout à fait autre chose. La cause, elle est dans l'absence de tout ça. Est-ce encore possible, aujourd'hui, de jeter un second regard à la définition du réel? Socialement, tentons-nous de perpétuer le même paradigme parce qu'il colle à une vision matérialiste plus communément acceptable? Les experts en mécanique quantique, ils prennent pour acquis que la mécanique quantique n'a plus de secret, qu'on la comprend. Comme philosophe des sciences, on a l'obligation de questionner cela, de mettre cela en doute et de dire, eh bien, est-ce que tout est vraiment pour le mieux dans le meilleur des mondes? Est-ce que tout est aussi limpide, aussi clair que la profession, les experts de la mécanique quantique le disent? Comment la matière se comporte et comment notre conscience en est affectée, c'est pas facile à démêler tout ça. C'est sûr que notre perception, elle est limitée à nos sens. Quand on bâtit un gros détecteur comme le détecteur Atlas, c'est justement pour nous permettre d'aller chercher de l'information qui nous échapperait, parce que c'est trop petit ou des choses comme ça. Ou simplement créer des conditions qui vont faire apparaître des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Et c'est vraiment ce qu'on espère faire. La théorie des cordes, c'est une hypothèse de physique au-delà du modèle standard, donc de nouvelle physique, qui essaye d'ajouter la gravité dans le modèle standard, parce que le modèle standard de la physique des particules est incomplet parce qu'il n'y a pas de matière sombre, mais est aussi incomplet parce que la force de gravité n'est pas présente dans le modèle. Donc, pour ajouter la gravité, c'est difficile théoriquement, mathématiquement. La théorie des cordes résout ce problème-là. Comment? En postulant l'existence de plusieurs dimensions supplémentaires. Donc, d'une part, on dit que l'espace n'a pas 3 dimensions spatiales plus le temps, mais a 12 dimensions spatiales, je pense, ou 13, ou en tout cas plusieurs dimensions spatiales plus le temps. Mais les dimensions spatiales supplémentaires, on ne les observe pas parce qu'elles sont petites et elles sont courbées. Un funambule qui marche sur un fil, le fil a l'air d'avoir une seule dimension. Mais en fait, si tu es un insecte, puis tu regardes donc de proche, tu vois que tu peux tourner autour du fil, donc ça fait une dimension supplémentaire recourbée. Pour la chimie, on avait le tableau périodique. Pour la physique des particules, maintenant, on a un tableau avec à peu près 25 particules élémentaires qu'on peut assembler. Ça recrée tout ce qu'on a vu jusqu'à l'heure actuelle. Sauf que ça n'explique pas, par exemple, la matière noire. Donc, on sait qu'il nous manque des choses, que le modèle standard de la physique des particules est incomplet. Ici, on est au centre de contrôle du CERN, et puis moi, je travaille spécifiquement dans l'îlot du LHC. On ne sait pas exactement de quoi est composée la matière noire. Elle compose l'essentiel de l'univers, mais on ne sait pas encore comment elle est faite, ni de quoi elle est faite. La matière noire, c'est une matière qu'on observe en astrophysique, qu'on voit, qu'on détecte son effet gravitationnel, mais qui n'émet pas de lumière et que les propriétés ne semblent pas correspondre à aucune matière qu'on connaît. Puis par ailleurs, il semble qu'il y a plus de matière, beaucoup plus de matière noire que de matière connue dans l'univers. C'est contre-intuitif parce que si le vide vraiment contient une énergie, il n'est pas vide. Donc on pourrait l'appeler plus simplement au niveau le plus bas d'énergie. Donc l'univers froid dans lequel il ne se passe rien serait comblé de cette matière sombre qui n'est pas le vide. Elle compte pour à peu près 25 % du contenu de l'univers. Il y a 4-5 %, c'est les étoiles, les galaxies, la matière ordinaire qu'on voit ici. Et il y a 70 % qui vient d'une énergie d'un type tout à fait inconnu qu'on appelle l'énergie sombre ou énergie noire. Cet immense centre de recherche effectue ici diverses expériences, certaines des plus surprenantes.
À partir d'ici, un faisceau de neutrinos est envoyé sous terre jusqu'en Italie. On teste la vitesse de ces fameuses particules par rapport à celle de la lumière. Je suis la responsable pour le faisceau des neutrinos. On les produit et on les envoie ici depuis Genève par le sol et on les envoie en Italie à Gran Sasso. To come here, we have passed the highway tunnel, which is 10 kilometers long. This tunnel is a hole in the mountain, which is the Gran Sasso group of mountains, which separate the city of L'Aquila from the city of Teramo. Over the lab, we are about 1,400 meters over rock, and this rock is useful for us because it works as a shield against the cosmic ray. We are in a sort of cosmic silence, in a very particular and clean environment in which we can put our experiment and look for these rare signals with very sensitive detectors. The space around us, the universe in general, is not empty, is filled with dark matter and dark energy. We know that the visible matter, the matter that we see in form of stars, galaxies, and clusters of galaxies and gases between the stars, is called visible matter and is only 4%, about 4% of the total energy content of the universe. But from a lot of indirect astrophysical observations, we know that the universe is filled of something else. We have a lot of proof, indirect proof of the existence of dark matter. For example, we observe that galaxies are rotating faster than we expect if the galaxies is composed only by visible matter. So we need a very big amount of additional matter in order to produce this big force that constrains the galaxy to rotate so fast as we observe since more than 30 years. Particle physics, modern particle physics, is based on quantum field theory. That is a theory that put together quantum physics, the principles of the quantum physics, and the special relativity. Okay, and so every day in our experiment we have to use formulas and physics coming from this very revolutionary theory in order to explain what we see day by day. And without using this new physics, we cannot understand our signals at all. L'étape suivante, si on applique les idées quantiques à l'espace et au temps, c'est de se dire, non, le temps, c'est peut-être même pas un concept fondamental. Prenons par exemple l'analogie d'une rivière. J'ai une rivière qui coule, j'ai un mouvement d'ensemble qui représente de façon métaphorique l'écoulement du temps. Mais si ma rivière, je zoome dedans et je regarde à une échelle de plus en plus petite, je m'aperçois que c'est pas vrai que c'est un mouvement d'ensemble unique qui avance. C'est des milliards et des milliards de molécules d'eau qui bougent, premièrement, dans toutes les directions un petit peu aléatoires, mais avec un mouvement d'ensemble. Et vu de loin, ça a l'air d'être un mouvement d'ensemble unique, mais il y a comme toute une structure, tout un niveau plus fin d'atomes d'eau, en fait de molécules d'eau qui bougent de toutes sortes de façons. Je suis assez persuadé que dans les progrès que la physique va faire dans les années ou les décennies qui viennent, le concept de temps va changer de façon très radicale. Les gens qui voyagent à des vitesses extrêmement rapides vont ressentir un effet qu'on appelle de dilatation du temps. Donc, ils vont vieillir moins vite. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas juste la physique quantique qui force à faire ça, là. Par exemple, déjà la fameuse relation E égale mc2 de Einstein. Ça nous dit que E, c'est de l'énergie, m, c'est de la masse ou de la matière, et C2, c'est c au carré, c'est la vitesse de la lumière au carré. Ça nous dit, en fait, et c'est vérifié en laboratoire, que de l'énergie pure peut être transformée en matière. En fait, on peut même faire l'expérience suivante.
On envoie deux protons, deux particules identiques très rapides se frapper l'une sur l'autre. Et après la collision, dans certains cas, j'ai 4 particules, 3 protons et un antiproton, qui est en réalité presque identique à un proton. Donc, j'ai comme 2 protons au départ, et après, j'ai l'équivalent de 4 protons, d'où vient la matière qui a formé les 2 nouveaux protons. Et en fait, ça vient du mouvement qui a ralenti. C'est l'énergie du mouvement. Les 2 premières allaient très, très vite. Après la collision, tout le monde va plus lentement. Et donc, l'énergie du mouvement s'est transformée en matière. Donc, souvent, on dit l'énergie se transforme en matière. C'est vrai, mais là, c'est de l'énergie du mouvement, là. Ça commence à être abstrait, là. Et on produit de la matière concrète à partir d'un truc super abstrait. Juste ça, ça nous dit, là, que ce qu'on appelle la matière concrète, là, bien, finalement, c'est peut-être pas si concret que ça. Ce qui est assez amusant, c'est que ça se pourrait que l'énergie totale de notre univers soit 0. Pourquoi? Parce qu'il y a deux formes d'énergie dans l'univers. Il y a l'énergie positive, qui est l'énergie de la matière, l'énergie du mouvement, qu'on appelle l'énergie cinétique, et il y a aussi l'énergie négative, qui est l'énergie associée à la force de gravité, ce qu'on appelle l'énergie potentielle gravitationnelle. Les deux sont super gros, mais si les deux sont exactement balancés, la somme fait 0. Et donc, ça se pourrait que notre univers, son énergie totale soit 0, même si on a un univers gigantesque avec plein de choses dedans. Et si l'énergie totale est 0, ça veut dire qu'on peut le créer à partir de rien. Et on appelle ça les free lunch cosmology, ou si vous voulez, la cosmologie à coût nul ou à dîner gratuit. À partir de rien, je peux créer un univers complet parce que de toute façon, il n'y a pas spontanément émergence d'énergie parce que l'énergie totale de l'univers est 0. Donc, créer un univers à partir de rien, le fait que la matière concrète, c'est une sorte d'illusion, c'est juste des forces de répulsion quasi infinies, le fait que je peux créer de la matière, comme je l'ai dit tantôt, à partir de la perte, à partir du mouvement que je perds, qui se transforme en matière concrète, tout ça déjà, là, avant même que la physique quantique arrive, tout ça déjà nous dit, là, c'est sûr que la réalité qui nous semble concrète, là, et tout ça, là, c'est une sorte d'illusion. On utilise souvent le terme paradigme, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est sur le point de changer de paradigme? Je pense que la réponse, c'est oui. C'est sûr qu'il y a un nouveau paradigme qui s'en vient. Là, je parle juste de la physique. C'est absolument certain qu'on doit découvrir qu'il existe une théorie unifiée de la théorie de la relativité et de la physique quantique. Et d'unifier ces deux théories-là, c'est clair que ça ne peut pas être banal. C'est deux théories vraiment extraordinaires avec des répercussions philosophiques importantes. Et c'est sûr que la fusion, ça va être une coche de plus. Personnellement, je crois que l'idéal, ce serait que philosophes et physiciens se parlent beaucoup plus souvent qu'ils ne le font maintenant. Parce que ça, c'est bien donc une caractéristique de notre monde académique moderne, c'est-à-dire les communautés sont complètement séparées. Nous vivons chacun un peu dans une bulle, les physiciens dans la bulle des physiciens, les philosophes dans la bulle de la philosophie, et ainsi de suite. Dans la mécanique quantique est le domaine de prédilection pour qu'il y ait une discussion, un dialogue fructueux entre les deux communautés, parce que je crois tout simplement que c'est la voie la plus porteuse pour faire avancer le débat, aussi bien philosophique que physique. La mécanique quantique, si on est sensible à cet aspect-là, elle peut très bien être mise en relation avec des questions spirituelles. Ça, ce n'est pas le rôle, certainement pas du physicien de s'attacher à cela, ni forcément du philosophe des sciences, mais évidemment, il y a des philosophes, par exemple de la philosophie orientale, qui vont s'intéresser à cela. Les peuples anciens se sont toujours posé des questions, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà du matériel? Une autre grande idée des anciennes philosophies, c'est l'idée « tout est un ». Eh bien, si on veut être sympa envers les philosophies anciennes spirituelles, eh bien, on peut dire que la mécanique quantique nous lance une indication dans ce sens-là. Tout semble être intriqué, donc interdépendant. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ces révélations-là quantiques, cette sorte de méta-réalité là, qui serait au-delà de ce que nos sens perçoivent, et certains courants de spiritualité? C'est une très bonne question.
Je n'ai pas la réponse à cette question-là, et c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve scientifique qu'il y a un lien entre ces deux courants-là, mais qui sait? Je suis, ça, tout le monde reconnaît cet état de fait, le fait d'être, la sensation d'être. Je suis bien obligé de reconnaître que cet être, il est présent, et uniquement présent. Il est dans le présent. Il n'est pas hier, il n'est pas demain. C'est dans l'instant présent que je peux dire je suis. Il n'y a pas de durée à ça. Et s'il n'y a pas de durée à ce phénomène de je suis, c'est bien que ce phénomène de je suis est en fait nul, c'est-à-dire qu'il est égal à zéro. Dans une de ces dimensions, ça suffit pour qu'il soit nul. Donc dans la réalité, c'est, et ça a toujours été le néant, là je vous l'explique en des termes un peu abstraits, mais c'est ce qui dans toutes les traditions et chez tous les chercheurs dans l'Antiquité, etc., les a toujours menés à l'idée que tout est illusion. Tant aussi longtemps qu'on adhère au paradigme matérialiste, réductionniste, c'est certain qu'on retarde l'évolution, la progression de l'humanité. Puis ça, bien, on l'enseigne encore, cette vieille vision-là, en bas âge, là, à l'école, même à l'école élémentaire. Malheureusement, on n'aborde pas les implications de la physique quantique parce que c'est quand même complexe, mais ça pourrait être présenté de façon simplifiée. Si on intègre tout ça, c'est certain qu'on change complètement le système d'éducation, on redonne beaucoup de pouvoir à l'être humain, puis on lui permet d'accéder à un autre niveau en termes d'évolution de l'espèce humaine. Le mental est un processus qui est là pour défendre l'ego, c'est-à-dire pour défendre l'identification du soi à quelque chose. Pour que cette identification soit permanente, il faut une opposition au monde et il faut donc l'évacuation de certaines connaissances, de certaines évidences. Et ça, c'est un processus. Mais ce n'est qu'un processus qui est utile, qui est nécessaire aussi. Mais il ne faut pas être dupe de ce processus-là et croire que moi, je suis que ça. La prise de conscience, finalement, de qui on est véritablement, de notre place dans l'univers, de nos capacités qui sont énormes. Puis on n'a pas encore la limite de tout ça parce que d'autres études vont être faites dans le futur. Bien, de réaliser tout ça, d'intégrer tout ça, ça amène à une transformation majeure au niveau de la société. Et c'est sûr que ça évoque de la résistance de la part de certaines institutions. La science aussi fait ce cheminement, qu'il le veuille ou non. Et la physique quantique en particulier, c'est une bénédiction de ce point de vue-là, parce que qu'est-ce que ça amène, la physique quantique? Ça amène à abandonner la physique. C'est ça que c'est en train de faire. C'est ça la nouvelle science. C'est d'abandonner la physique totalement et définitivement. En tout cas, pour tout le domaine de la compréhension. Pas pour le domaine technique. Dans le domaine technique, on a besoin de prendre des câbles et des courants électriques et des choses comme ça, évidemment. C'est autre chose. Mais ce n'est pas la science. La science, c'est la connaissance. Selon Le cerveau à tous les niveaux, un article de l'Université McGill, de toutes les théories sur la conscience faisant appel à la physique quantique, celle qui a la plus longue histoire fut proposée par John von Neumann. Dans sa monographie de 1955 sur les bases mathématiques de la physique quantique, il abordait la difficile question de la mesure dans le cadre de la théorie quantique, le fameux principe d'incertitude de Heisenberg. En effet, à mesure que l'on va vers l'infiniment petit, on se rend compte que ce que l'on appelle la réalité tend vers un état plus potentiel que réel, suggérant que la seule fixité qui puisse exister à ce niveau provient de l'acte même d'observation qui détermine en quelque sorte un état particulier au détriment des autres. D'où l'idée de von Neumann voulant que ce que l'on appelle l'observateur d'une mesure puisse être considéré aussi bien comme l'instrument de mesure que comme le cerveau qui constate cette mesure. D'autres vont aller plus loin, affirmant que c'est la conscience humaine qui complète véritablement la mesure quantique, donnant à cette dernière un rôle crucial dans l'établissement de cette mesure. Le matérialisme, c'est une conviction ou une école ou une pensée philosophique qui prend comme base que
la vraie réalité, ce qui est bien réel, ce sont les choses matérielles. Et que finalement, même ce qui relève de l'esprit humain a une base matérielle. Par exemple, que les pensées sont finalement des processus dans notre cerveau, des processus physico-chimiques qui se passent dans la matière que constitue notre cerveau. La mécanique quantique ouvre là aussi le débat et d'une façon très flagrante parce que la physique classique est bien en accord avec l'idée que la matière est indépendante de notre esprit. La matière peut très bien constituer la base de ce qui existe. La mécanique quantique indique que les propriétés quantiques sont déterminées par nos mesures, mais peut-être même par notre conscience. Et donc là, le matérialisme en prend un grand coup parce que c'est presque l'inverse. La réalité ne serait pas la matière, mais serait plutôt nos pensées. C'est une philosophie qui est très ancienne et qui suppose et qui admet que ce qui est le plus réel, c'est la conscience. Est-ce qu'on pourra un jour vraiment comprendre c'est quoi la conscience humaine? Parce qu'on est dedans. C'est comme se comprendre soi-même. Ça a l'air d'être une sorte de cercle vicieux. Mais en réalité, on peut dire la même chose du temps. On aurait pu, il y a plusieurs décennies, se dire est-ce qu'on va comprendre c'est quoi le temps un jour? Parce qu'on vit dans le temps. Puis on a réussi à s'extraire mathématiquement, si on peut dire, du temps pour avoir une théorie du temps, une théorie de la structure peut-être du temps, etc. Donc c'est possible de sortir du temps pour avoir une théorie du temps. C'est peut-être possible aussi d'avoir une théorie puis comprendre vraiment la conscience, même si on est pris dedans. T'sais. On n'est pas rationnel si on considère comme acquis des choses qui ne sont pas certaines. Or, l'univers n'est pas une certitude. L'univers, c'est un mot qu'on plaque à une sensation d'univers. La sensation d'univers, elle est irrévocable. Tout le monde a la sensation d'être. Il n'y a pas à remettre en cause la sensation d'être. Ce que disait Descartes, je pense, donc je suis, on ne va pas aller au-delà de ça, c'est une évidence. Ça, c'est vrai, c'est une certitude. Par contre, une attitude qui se croirait scientifique et qui affirmerait que l'univers existe, ou que la matière existe, et cela est sous-entendu par l'étude de la matière. Lorsqu'on étudie la matière, lorsqu'on étudie la physique, lorsqu'on étudie un objet, lorsqu'on plonge dans les apparences comme ça, on est sûr d'y rester dans les apparences. Pendant très longtemps, la science, depuis quelques siècles en fait, a été très matérialiste, très réductionniste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaye de ramener toutes les fonctions mentales complexes, par exemple les perceptions, mémoire, émotions, la conscience. On essaye de ramener ça à des phénomènes beaucoup plus simples au niveau élémentaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du réductionnisme. Lorsqu'on l'applique à l'être humain, à sa conscience, ce que ça veut dire, c'est que ta conscience... tes émotions, ton sens de soi, ton impression de capacité de te contrôler, de libre arbitre, tout ça, c'est simplement une illusion qui est produite par de l'activité électrique, chimique dans le cerveau. La religion comme la science ont toujours été un peu en concurrence, mais elles sont un peu la même erreur, elles sont un peu la même façon de fuir l'essentiel et de fuir la rationalité. La science, lorsqu'elle est scientiste, elle fait un petit peu comme la religion qu'on avait, par exemple, à l'époque du Moyen Âge. C'est-à-dire qu'elle se présente comme l'autorité cognitive ultime, absolue, et gare à ceux qui vont essayer de s'opposer finalement à son message. Aujourd'hui, on retrouve ça également au niveau scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui vont utiliser la science pour des raisons idéologiques, mais c'est des scientifiques en général qui ont un agenda qui est matérialiste et qui veulent influencer l'évolution de la société, les individus, mais en récupérant d'une certaine façon certaines données scientifiques qui font leur affaire et en négligeant d'autres données nouvelles qui font partie d'une science différente, parce que ça ne va pas, ça va pas du tout avec, c'est pas cohérent avec leur idéologie.
Être rationnel, c'est d'abord, par exemple, reconnaître immédiatement que si j'ai conscience d'un objet, c'est que cet objet est dans ma conscience. Et qu'en aucun cas, il n'est un objet extérieur à ma conscience. S'il est extérieur à ma conscience, en aucun cas, je ne pourrais en avoir conscience. On arrive petit à petit, il y a plein de physiciens qui acceptent cela, qui se rendent compte que nous sommes créateurs de ce que nous observons, etc. Mais ça ne peut pas aller jusqu'au bout. Ça ne peut pas aller jusqu'au bout parce que accepter l'idée que tout est soi, ce serait libérer l'homme, tout simplement. Matière, par définition, ça voudrait dire qu'il y a une existence en soi, qu'il y a une existence absolue, qu'il y a une réalité qui serait là, et puis moi j'arrive et hop, tiens, j'ai conscience de cet objet. Eh bien, c'est pas du tout ça la réalité, ça c'est pas du tout rationnel. Pour moi, ça c'est absolument irrationnel, parce que ça introduit un tas de croyances du genre, il y a un objet. Alors qu'en réalité, il n'y a que quand je suis en relation avec cet objet que je me dis, tiens, j'ai une sensation d'objet. Et ça, c'est rationnel de se dire, j'ai une sensation d'objet. Pour moi, d'une façon très concrète et très pratique, comprendre cette relation qui me donne cette impression de monde et savoir vraiment quel type de relation je dois créer avec ce monde, en sachant qu'est-ce que c'est que ce monde par rapport à moi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est autre chose que moi? Est-ce qu'il est extérieur à moi? Est-ce qu'il est éternel et moi éphémère? Ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est moi qui suis éternel et le monde qui est éphémère? C'est tout ce questionnement qui, au bout du compte, doit changer complètement notre type de relation avec l'univers. La composante physique est importante, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'être humain peut être réduit simplement à cette dimension physique-là. En fait, en résumé, là, ce que la science, la physique moderne nous dit, c'est que, puis différentes idées, puis différentes théories de la physique moderne, c'est que la réalité est beaucoup plus vaste que ce que nos sens perçoivent. Déjà, la relativité nous dit que on ne vit pas juste dans un espace à 3 dimensions, mais que le temps est une 4e dimension et qu'on vit dans un espace-temps à 4 dimensions. Donc, on perçoit seulement une facette d'un espace-temps plus vaste. Ensuite, la physique quantique nous dit soit qu'il y a des influences instantanées qui vivent hors du temps et hors de l'espace, donc un 2e niveau de réalité, ou soit l'autre interprétation nous dit qu'il y a des réalités en fait multiples et qu'on perçoit juste une réalité parmi d'autres. Ensuite, il y a ces idées-là en cosmologie qui nous disent que notre univers est peut-être juste un univers parmi des milliards d'univers. Et donc, c'est sûr qu'il y a plein de choses au-delà de nos sens. La science, c'est quelque chose qui est en évolution continue. Donc, on ne sait pas tout. La physique, en particulier, a perdu la majorité de la masse de l'univers, d'après la cosmologie. Donc, lorsqu'on s'approche de problèmes scientifiques, il faut avoir une certaine humilité. Ne pas assumer, ne pas avoir une arrogance qui nous permet de croire qu'on comprend tout. Je pense que si on a un peu de chance que la recherche reliée à la mécanique quantique et aussi la philosophie reliée à la mécanique quantique, eh bien, peut nous amener à des réponses tout à fait passionnantes et nouvelles. Donc, ce serait un peu naïf quand même de penser que la mécanique quantique est la fin de l'histoire en sciences, n'est-ce pas? L'histoire des sciences nous a appris qu'il n'y a aucune théorie qui s'est avérée finale et ultime. Donc il faut bien s'attendre à ce que d'ici 20 ans, 50 ans ou 100 ans, il y aura des nouvelles théories qui vont se baser sur la mécanique quantique. On ne va pas complètement renier évidemment la mécanique quantique parce qu'elle est confirmée par beaucoup d'expériences, mais qui vont la compléter. Et moi, je crois que là, on aura des réponses à des questions tout à fait passionnantes, philosophiques et scientifiques. Maintenant, la plupart des scientifiques sont beaucoup plus prudents quant à la question de la définition de c'est quoi la réalité finalement, le réel. Mais il y a un siècle, par exemple, il y avait beaucoup plus d'arrogance. Il y avait ce qu'on appelait des scientistes là, qui ne juraient que par la science et qui croyaient qu'on était déjà arrivé à la fin du 19e siècle, à la fin de la connaissance. Qu'on avait déjà
image complète de ce qu'était l'univers et la réalité. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques sont beaucoup plus prudents, les philosophes aussi qui étudient les sciences, parce qu'on sait que c'est une image qui est purement temporaire. Nos connaissances sont jamais définitives ou absolues par rapport à différents phénomènes. C'est un processus qui est en évolution perpétuelle. Donc, les choses, notre perception de la réalité, de ce qui est vrai aujourd'hui, évidemment, dans 50 ans ou dans 100 ans, ça va être drastiquement différent. Il y a fort à parier. If dark matter really exists in our universe, we should write a new chapter of modern physics, a new book, because we know just 4% of the universe. And so if dark matter exists and we can understand its characteristics, we start understanding the remaining 24-25%. And then we have the problem of the dark energy, because actually at present we don't know nothing about this very big component of the universe. And the question is still open. The question is still open. Open your eyes and you'll see the earth is spinning around your feet. Your head in the clouds, you drift like a feather. Open your heart and you feel that life is whispering inside your fears. Keep your feet on the ground or fly like an eagle. Can you hear the sound of silence through the night? The lonely child you've left behind. Show your bright side to the world. A night of foreign lands. See how deep's the universe. Is where illusion begins. Hope you will find what they seek, what was hidden behind the scene. We fall and we climb, we're part of the experience. Look through their eyes and you'll see we've all been circling around for years. We keep faith on the line, it's part of her nature. Can you heal the wounds that hold you from the light? Can you make the diamonds sparkle through the darkness? Show your bright side to the world. See how deep's the universe. The end is where illusion begins. Show your bright side to the world.